On ne naît pas philosophe, on le devient quand on a beaucoup bu. Or, on le sait peu, mais Heidegger n'a pas toujours été alcoolique. Pour mieux comprendre Heidegger, si tant est que ce soit possible en étant sobre, il faut remonter à son enfance. Martin Heidegger naît un beau jour de 1889 dans une ville allemande imprononçable qui fait beaucoup de points au Scrabble et qui n'intéresse personne dans cette salle. Alors qu'il est encore tout bébé, Martin Heidegger a la chance d'être initié à la philosophie par sa mère, Jacqueline, une Allemande imposante et robuste comme seuls savent en faire les teutons et ce qui est la base même du succès de leur industrie automobile. Même s'il est vrai que le châssis allemand va mieux aux voitures qu'aux femmes. Comme dirait mon mec à moi qui parle d'amour comme il parle des voitures. Parole de Barbelivien. Jacqueline, donc, a un physique très allemand. Concrètement, on dirait un parallépipède avec une perruque blonde au-dessus. Elle a le visage carré, les épaules carrées, les fesses carrées, mais comme elle boit beaucoup, elle est toujours ronde. Et comme elle a aussi les seins carrés, quand elle donne le sein à Martin, il a l'impression de boire du cubi. Au village, Jacqueline est vue comme une mère attentionnée et généreuse. Et chaque soir, à l'heure de la tétée, elle dit à Martin ces mots pleins de tendresse maternelle en lui tendant le sein. « Bah alors, tu te prendras bien quelque chose ?» Alors le destin se met en marche et le jeune Martin Heidegger s'habitue bien vite à boire de la villageoise en tétant à tâtons des tétons-teutons. Le temps faisant son ouvrage, le petit Martin Heidegger montre rapidement d'étonnantes aptitudes à la philosophie. Et en effet, il a à peine 8 ans. Il a à peine 8 ans. Il a ta peine. Oui, il t'appelle comme il peut. Mais avec une moustache comme ça, c'est pas facile. Excusez-moi. Je t'appelle, tu t'appelles. En effet, il a à peine 8 ans que tous les jours après le petit ballon de rouge du petit déjeuner, Martin est déjà complètement philosophe comme un coin. À midi, il philosophe tellement pour accompagner le repas qu'il s'interroge sur l'être et le temps et dit à sa mère ces mots, c'est authentique. Bien que l'apparaître ne soit en aucun cas un se montrer au sens du phénomène, apparaître n'est cependant possible que sur le fond d'un se montrer de quelque chose. Mais ce se montrer qui rend l'apparaître possible n'est point l'apparaître lui-même. Apparaître, c'est s'annoncer par quelque chose qui se montre. Si donc nous disons que par le mot apparition, nous renvoyons à quelque chose où quelque chose apparaît sans être lui-même apparition, le concept de phénomène n'est point par là délimité, mais présupposé. Cette présupposition demeurant cependant recouverte, puisque dans la détermination de l'apparition, l'expression apparaître est utilisée équivoquement. Moi, je l'avais en 3 briques. Mais C'est vraiment du Heidegger. Puis sa mère lui remet la petite sœur et Martin finit par dormir sous la table où l'attend Helmut Heidegger, son père qui était également très philosophe, tendance gnôle. Tout en ronflant, Helmut, qui a ingurgité beaucoup de matière philosophique, en profite pour faire une création liquide sous lui et transpire beaucoup. Bref, Helmut Kohl. La curiosité du petit Martin Heidegger ne cesse de croître. Et quand arrive l'adolescence, il voudrait connaître d'autres contrées. Mais hélas, sa mère s'y oppose. Alors, avec ce sang-froid qui caractérise les philosophes et Bernard-Henri Lévy, il balance une baigne à sa mère qui meurt sur le coup et va l'enterrer dans le jardin histoire d'être tranquille. La sagesse des derniers Indiens ne dit-elle pas que pour avoir la paix, il faut enterrer la Heidegger ? Puis, après un dernier ballon de rouge, et se trouvant un peu las des mauvaises vinasses, il décide de se confronter à d'autres formes de philosophie dans d'autres contrées. Alors, il fait comme tout le monde, et il va au tchouss. Où il y a un jeu de dada, des dés et même des cartes, le fameux philosophe. Puis il s'éclame « Morito ergo sum !» Je sais. Et c'est là qu'il découvre le picon, le gauchisme et surtout la Suze, une vieille féministe avec des poils de gentiane sous le bras. Mais il a beau lutter, entre vinasse et bière, ce qu'il préfère, c'est les vinasses. Ça y est, vous l'avez ? Et comme il est parti dans les jeux de mots pourris, il demande un peu de Platon parce que c'est nourrissant même si c'est plein de graisse et parce que ça fait planer. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les avions on sert des Platons repas. Mais il a un peu honte et sent que pendant la digestion, ça le démange, alors il socrate un petit peu. C'est de l'humour allemand. Après avoir philosophé comme un Polonais et assimilé plusieurs volumes de Picon, il en veut toujours plus et invoque le grand Kant, l'immense Hegel et finalement le plus accessible de tous, le Bruegel. il était pas peintre, lui.
et barman. Là, il philosophe entre 2 ou 3 chopes de bière. D'abord la chope 25 centilitres, puis la chope 50 centilitres, et enfin la fameuse chope allemande et la plus enivrante de tous, la Schopenhauer. Oui. Mais c'est le jeu de mots minable qui fait déborder la chope, et Bruegel ferme ses portes tant et si bien que Martin est en proie au questionnement une fois de plus. Et voici Martin Heidegger allant par place et par rue, hésitant. Encore un Martin qui cherche et qui doute. Oh non! Martin perdu cherche une route. Encore un Martin du pire ou du mieux à éteindre ou mettre le feu. Mais c'est pourtant connu dans le milieu de la philosophie. Un Martin, ça ne sert à rien. Oh non! Et vous me direz même, encore un Martin ami ennemi entre la raison et l'envie. Martin pour agir ou attendre la chance ou bousculer les évidences. Eh bien, justement, en parlant d'attendre la chance, Martin décide d'aller explorer les terrains encore vierges de la philosophie et d'aller à la dernière chance, même si la virginité n'y est pas toujours bien représentée. Même les soirs de Saint-Valentin. Et tout en faisant la queue parmi les junkies, Martin s'interroge. Mais qu'est-ce que la dernière chance? Et est-ce bien une chance? Et si oui, est-ce la dernière? Il a à peine le temps de se poser la question qu'un junkie lui propose une seringue. Mais quoique bon vivant, il refuse parce que ça pique. Quel paradoxe saisissant, être épicurien et avoir peur des piqûres. Ouais. C'est le problème de Martin. Il n'a jamais réussi à être ni simple ni junkie, alors que s'il voulait, il pourrait être simple et junkie, simple et junkie, simple et junkie. Mais encore une fois, il sent que ces jeux de mots sont à la limite de Chéri FM et qu'il s'est trompé d'époque. Lui, le grand philosophe, peut-il être dans ce temps? Aussitôt, il sort de sa poche un carnet et il écrit d'une traite son grand œuvre, Être et temps. Un ouvrage qui ne parle pas du petit Grégory car n'est pas étant qui veut. Heidegger est tellement philosophe qu'il ne marche plus droit. Il finit même par vomir sur un videur une pleine galette de philo avec des morceaux de concept dedans. Puis vient l'heure de régler la note pour tout ce qu'il a philosophé depuis qu'il est là, et le barman fait gentiment remarquer à Martin qu'il a comme qui dirait une dette à régler, là maintenant c'est l'heure, faut payer. Alors Martin de lui lire un extrait de son livre sur ce que veut réellement dire être en dette. Je sais que vous avez beaucoup aimé le passage d'avant, donc j'en donne un autre. L'invocation d'un en dette, en tant qu'il est unanimement entendu, n'apporte pas encore la réponse à la question du sens existentiel de ce qui est crié dans l'appel. Il faut d'abord que ce contenu de l'appel vienne au concept pour que puisse être rendu compréhensible ce que veut dire ce en dette qui est crié, et aussi pourquoi et comment il est perverti en sa signification par l'explication quotidienne. L'entente quotidienne prend d'abord l'être en dette au sens d'être débiteur, avoir une ardoise chez quelqu'un. On doit restituer à l'autre quelque chose auquel il prétend. Cet être en dette au sens d'avoir des dettes est une guise de l'être avec autrui dans le domaine de la préoccupation en tant qu'elle pourvoit et fournit. D'autres modes de cette préoccupation se trouvent dans le fait de soustraire, emprunter, réserver, prendre, dérober. Autrement dit, de ne pas satisfaire d'une manière ou d'une autre à la revendication de dette, pris en ce sens et rapporté à de l'étang dont on peut se préoccuper. Face à tant de justesse philosophique, le videur ôte ses vêtements, s'enroule dans une belle draperie orange qu'il emmenait toujours avec lui, se rase le crâne devant Martin, lui prend la main gentiment et lui propose d'aller méditer ensemble au Tibet, loin de la fureur et du bruit. Non, je déconne, en fait, il lui fout un pain dans sa gueule et il dit dégagez. Alors Martin, qui a toujours été un peu fou, comme le sont les Allemands quand ils veulent le bien des autres malgré eux, se relie en utilisant ses dents comme marque-page et trouve que son bouquin est formidable. Il court le montrer à des types qu'il trouve génial tellement ils y comprennent rien. L'insulte en le traitant de nouveau Lacan, tellement c'est imbitable, et décide de le publier pour faire chier les générations futures. La suite de cette histoire est malheureusement terrible. Martin continue de philosopher, non plus au gros rouge qui tâche, mais au petit brun qui nettoie tout en s'entichant d'une petite brune qui l'astique. Sa vie bascule peu à peu. Plus il se relie, plus il se dit qu'il faut vraiment qu'il arrête de philosopher. Mais il n'y arrive pas. Il contacte les philosophes anonymes, mais c'est un échec. Alors, pour ne pas mourir de ridicule dans son vomi philosophique, il change de vie, se transforme, enfile une cape grotesque, accumule de l'or en secret. Il mourra finalement sans bruit à côté d'une cheminée en flatulence en grâce devant une assiette de patates pas assez cuites. Quelle fin tragique. Aujourd'hui, le temps a passé et ne reste de ce si sympathique philosophe moustachu et rigolard que quelques livres à peine moins lisibles qu'une norme européenne sur l'effet pathogène des colorants alimentaires en milieu aqueux. Mais également une biographie filmée dont nous avons pu récupérer pour vous la bande-son. Heidegger. He's the man with the mightiest touch.
Merci.